Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous en direct jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre, ensuite le débat. Ce soir, nous sommes avec le docteur Taureau. Immunité collective au 14 juillet. Même pas en rêve, malgré les vaccins, nous n'y arriverons pas, va nous dire le docteur. Céline Pic, porte-parole avec nous ce soir d'Oser le féminisme. Elle veut revenir sur l'affaire Pierre Ménès, le journaliste sportif accusé d'agression sexuelle. Et qu'ils se le tiennent pour dit, ceux qui ne disent rien sont complices. Pablo Pillot-Vivien de la revue Regard. Non, l'UNEF ne doit pas être dissoute. Non, l'UNEF n'est pas dans une dérive fasciste. Quoi qu'en dise M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Et puis Gilly Graziani, éditorialiste, 3e confinement. C'est compliqué, n'accablons pas le gouvernement. Le président a fait le bon choix. 4 personnalités, 4 points de vue. C'est parti. Troisième confinement, qui ne dit pas son nom, des attestations compliquées que le gouvernement a dû remiser dans les tiroirs. Aujourd'hui, les Français n'y comprennent plus grand-chose. Et justement, du côté de l'hôtel de Matignon, Jean Castex en a conscience, le Premier ministre. Dernières informations, BFM TV avec Anne-Sora Dubois. On va apporter des précisions du côté du gouvernement, Anne. Oui, absolument. Vous savez que toutes les semaines, le Premier ministre tient autour de lui une réunion avec tous ses ministres pour faire le point sur la situation sanitaire. Ce soir, il a avancé cette réunion pour leur dévoiler ce que sera la campagne de communication qu'ils vont devoir porter dans les jours qui viennent. Souvenez-vous, après les attestations, il y avait effectivement nécessité de clarification. Cette campagne va donc s'appeler « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». En clair, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Alors d'abord, à l'intérieur de chez vous, dedans avec les miens. Donc, je ne reçois pas chez moi, je ne me rends pas chez les autres, je télétravaille sauf impossibilité, j'aère régulièrement mon logement, je ne sors plus après 19h, sauf travail ou urgence, et avec une attestation évidemment. Et en ce qui concerne les clarifications pour l'extérieur, alors là encore, donc pour la partie dehors en citoyen, je peux sortir jusqu'à 19h pour des motifs autorisés. Ils sont détaillés beaucoup plus précisément: travailler, se promener, faire ses courses, accompagner ses enfants à l'école, sortir son animal de compagnie ou aller chez le médecin. Au-delà de 10 km, il faut une attestation justifiant le motif de déplacement. Porter le masque, enfin, respecter les distances, retrouver aussi des amis dehors, c'est possible, mais à 6 maximum. Et là encore, en respectant les gestes barrières, éviter de manger ou de boire si l'on n'est pas seul ou si l'on n'est pas accompagné des personnes de son foyer. Enfin, on ne quitte pas sa région ou son département, sauf si on a un motif impérieux ou professionnel. Et là encore, il faut justifier par une attestation. Voilà les dernières précisions, dedans en citoyen. Dehors en citoyen, information BFM TV, signée Anne-Sora Dubois. Ce qui va nous amener au point de vue, justement, de Julie Graziani, éditorialiste. C'est vrai que c'est un exercice compliqué auquel se livre le gouvernement qui ne veut pas confiner. Le président de la République est à la manœuvre, cherche l'équilibre, donc ne les accablons pas. Vous avez 90 secondes chrono pour nous convaincre. Julie Graziani, c'est parti. Oui, après avoir pris connaissance de la stratégie gouvernementale, il m'est venu à l'idée l'image du funambule avançant sur une corde raide. Ce n'est pas pour traiter le gouvernement de saltimbanque, c'est au contraire pour mettre l'accent sur l'exploit, sur la performance. Car rappelons-nous que ce gouvernement doit faire face à des injonctions contradictoires. Il faut à la fois limiter la propagation du virus, mais en même temps, il faut préserver l'économie, la santé mentale des Français, l'insertion des plus jeunes sur le marché du travail qu'on va essayer de ne pas obérer tout à fait et pour le reste de leurs jeunes années. Et que, dans le même temps, toutes ces injonctions s'entremêlent pour rendre la tâche du gouvernement effectivement bien compliquée. Alors, dans sa sagesse, le gouvernement a tenu compte depuis un an des leçons apprises. Il s'est rendu compte qu'en effet, en extérieur, on était moins contaminant. Tant mieux! Il nous en fait profiter. Et aux injonctions de rester chez soi de l'année dernière succèdent des encouragements à sortir dehors pour peu qu'on fasse attention. Il a aussi su éviter les points de crispation des confinements précédents, notamment vis-à-vis des cultes qui sont désormais à nouveau librement autorisés avec les mêmes jauges de vérification. Il a rendu au secteur de la culture, librairie, disquaire, la possibilité d'ouvrir. Il a même adapté pour certains commerces de services dits à la personne. Tout ça sur fond d'atonie des partis politiques d'opposition qui ne propose de toute façon rien de plus, rien de mieux ou rien de plus intelligent. Alors oui, c'est un édifice brinque-ballant, mais le gouvernement avance sur sa corde raide, les yeux fixés sur l'objectif de l'immunité collective, peut-être au 14 juillet. De la sagesse. Alors, Céline Pic, exercice de funambulisme. L'important, c'est peut-être de ne pas être confiné, d'accord ou pas. Place au débat. C'est parti.
Il y a des arguments qui sont assez justes, surtout que le gouvernement doit composer avec un certain nombre d'incertitudes. Et il y a une incertitude assez majeure qui est la quantité de vaccins qui vont arriver. Donc, et la capacité aujourd'hui à vacciner, à tenir les engagements en termes de vaccination. Donc il y a de multiples paramètres qui sont assez complexes à gérer. Oui, il marche sur la corde raide en essayant de ménager la chèvre et le chou comme Le en même temps. Le en même temps. Après, je pense qu'il y a un certain nombre par contre de choix. Et en particulier, je ferai peut-être un petit focus sur la culture, où là, je pense qu'on n'a pas appris collectivement de nos erreurs. Et la culture aurait une nécessité, surtout vu par rapport à la mobilisation actuelle, d'avoir un peu plus d'imagination sur des possibilités, effectivement, de faire autrement. C'est le bon choix ou pas, ce en même temps? On a quand même... Attendez, Julie Graziani. Jeudi, on avait la conférence de presse solennelle, d'accord? On dit on ne vous confine pas, mais on aménage. Le samedi, dimanche, on enlève les attestations. Et là, ce soir, on nous fait la campagne dedans avec les miens et dedans citoyens, dehors avec les miens. C'est du funambulisme ou on se raccroche aux branches et c'est du trapèze de haut vol? J'en viens presque à me dire, si on allait au bout de la logique gouvernementale, finalement, c'est maintenant, on vous fait confiance. On a assez dit que ce gouvernement nous irresponsabilisait, nous infantilisait, nous disait ce qu'on devait faire, on n'avait pas le droit de faire. Et là, pour la première fois, mais de manière plus en plus marquée, on a le signe de, au fond, vous savez comme nous ce qu'il convient de faire ou d'éviter. Et on vous fait confiance. Et finalement, j'en viens presque à me dire, après tout, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas... Allez, rouvrons les musées, rouvrons les espaces d'exposition en plein air, rouvrons les musées en plein air, et on vous fait confiance parce que vous savez maintenant ce qui est dangereux, vous le savez comme nous, ça fait 1 an qu'on vit tous la même chose. Et ça serait presque le confinement auto-intériorisé. Mais faire de la politique, en fait, c'est pas... je vous ai entendu parler tout à l'heure de consensus. Et faire de la politique, c'est pas dire, d'un côté, il y a ceux qui veulent le confinement strict, et de l'autre, il y a ceux qui ne le veulent pas, ou qui veulent pas porter les masques, etc. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un confinement qui n'est pas vraiment un confinement, je fais un couvre-feu qui n'est pas vraiment un couvre-feu, je donne des règles, mais en fait, on sait pas vraiment si elles vont être appliquées, parce qu'en fait, ils réclament beaucoup de choses. Vous avez mentionné le télétravail, ou je sais plus si c'était tout à l'heure, pour le télétravail. Ils donnent aucune règle, il y a aucune règle coercitive de la part qui émane du gouvernement pour obliger les entreprises à faire que leurs salariés fassent du télétravail. Donc, en fait, c'est pas du funambulisme. Le funambule s'est cassé la gueule dans cette histoire. Il y a eu aucune décision véritablement politique qui a été prise dans ce confinement. Et j'ajoute une dernière chose. Pourquoi si tard? La courbe, excusez-moi, mais sur les plateaux télé, dans les médias, etc., tout le monde, même dans les familles, tout le monde les commente depuis maintenant plusieurs semaines. Comment ça se fait que la décision, la conférence de presse de M. Castex intervienne aussi tardivement? Moi, j'arrive pas à m'expliquer. Je sais pas, peut-être parce qu'on a déjà perdu 160 milliards d'euros en 2020 entre le manque à gagner et les dépenses. On a aussi perdu beaucoup de la santé mentale des Français atteint quand même des niveaux inquiétants. Demandez à tous les psychologues, ils vous le confirmeront. Mais demandez parler aussi aux réanimateurs. Les réanimateurs, ils sont comme ça. Ils sont comme ça depuis maintenant plusieurs semaines. Pourquoi voulez-vous aller à la coercition? Est-ce que vous ne pensez pas que nos concitoyens sont suffisamment maintenant mûrs, responsables et aguerris? Mais les entreprises ne veulent pas que leurs ouvriers fassent du télétravail, que leurs salariés fassent du télétravail. J'ai l'impression que c'est les entreprises qui vous posent problème. Mais exactement, parce qu'il y a des gens qui demandent à télétravailler et les entreprises ne veulent pas qu'ils télétravaillent. Il y a aussi des gens qui demandent à ne pas télétravailler. Exactement. Donc il faut aménager pour ça. Donc on laisse faire, on laisse chacun. Non, il faut aménager. Il faut imposer. Mais bien sûr qu'il faut imposer. Il faut imposer si la situation le requiert. Même si le salarié ne veut pas télétravailler, on lui impose de rester chez lui. Même si c'est un jeune qui a besoin d'être inséré dans l'entreprise, qui a besoin d'être avec ses collègues pour voir comment ils font et de rentrer dans une équipe, on lui impose. Dans ces cas-là, il faut créer des cadres au sein de l'entreprise pour pouvoir en discuter, créer effectivement des cadres de sociabilité en entreprise, mais pas laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent, parce que dans ces cas-là, c'est 100% de non-télétravail. Docteur Taureau, exercice de funambulisme, parce qu'on écoute les Français et il vaut mieux essayer de trouver le juste équilibre. C'est quoi le but de ce 3e confinement? C'est bien de bloquer une pandémie. On ne dit pas confinement, on dit mesure de freinage. D'accord, parce qu'un confinement, ce que vous voulez. Enfin, on a bloqué les gens. Mais c'est quoi cette histoire? On est bien dans une phase, et vous l'avez dit, qui est critique, parce qu'il faudrait mettre tous les jours encore les chiffres. C'est pas parce qu'il y a mis ça s'est arrêté. Là, aujourd'hui, c'est une catastrophe pour les hôpitaux. Et d'ailleurs, le directeur général de la santé de l'Île-de-France l'a dit. Si on ne bloque pas rapidement, l'hôpital va éclater. Ça, c'est une chose. Tout le monde le dit aujourd'hui. Et on prend des mesures. Je dis, j'entends, on va faire confiance. On a vu ce week-end ce que c'est de faire confiance.
Vous avez vu les carnavals qui s'est passé, les uns contre les autres sans masque. Arrêtez de dire qu'on fait confiance, ça fait des années qu'on C'est fait... un cas isolé, Ludovic. Non, Julie, vous verrez que ça fera des petits... Sur l'ensemble du territoire français. Mais je ne veux pas de cas isolés, parce que dans ceux qui étaient là, il y en a certains qui seront contaminés et contaminants et qui iront forcément aux urgences. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a une urgence sanitaire. Tout le monde le reconnaît. Le gouvernement, les spécialistes et les soignants demandent une chose. Arrêtez de nous envoyer des gens dans les hôpitaux qui sont contaminés par le Covid. Le seul moyen d'arriver, c'est d'avoir des mesures de confinement. Est-ce que ce qui a été annoncé là, ça va bloquer la pandémie? Non, ça ne la bloquera pas. Je souhaite que ça le fasse, mais ça ne le fera pas. Et voilà, on sera confronté encore à des morts. Je dis... Oui, mais alors, si le gouvernement avait dicté de nouvelles règles, vous auriez été le premier à dire c'est de l'infantilisation, on sait ce qu'il faut faire, ça fait un an. Le choix de la liberté, c'est toujours un peu plus angoissant. Il faut faire confiance aux gens. On ne sait pas si on peut leur faire confiance. C'est sûr, ça suppose de faire confiance. Ouvrez les disquaires. C'est le choix de la liberté. Ouvrir les disquaires, c'est une blague ou quoi? Il n'y a plus de disquaires. Tout, on télécharge tout. Mais c'est quoi cette histoire? Les cordonniers, oui. Les cordonniers, oui, pas les marchands de chaussures. Oui, les coiffeurs, oui, mais pas les salons. Et il y en a certains qui vont être ajoutés chaque jour. On rallonge. Excusez-moi, aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire où il faut sauver des gens, où il faut que la vaccination arrive. Et excusez-moi, on en parlera tout à l'heure. On est un peu à la ramasse quand même. Donc il y a urgence. Quand il y a urgence, il faut des mesures efficaces. Est-ce que ce qui a été annoncé là, c'est efficace? Je vous dis que médicalement, et tous les spécialistes le disent, ce ne sera pas efficace. Maintenant, je comprends ce que vous dites, Julie, par rapport, ça fait un an. Mais autant qu'on le fasse dur, comme j'ai dit, avec vaccination, et on en sort. Parce que là, vous verrez les chiffres. Moi, je veux les chiffres chaque jour, dans les 15 jours, dans les 3 semaines, dans les 4 semaines. Et si c'est pire, si on n'a pas pris la bonne décision, on se retrouvera quand même avec un vrai confinement d'ici 3 semaines ou 4 semaines. Oui, mais quand vous êtes à la tête de l'État, vous gérez 66 millions de personnes, et j'allais presque dire 66 millions d'avis différents. Or, aujourd'hui, il y en avait un qui dominait, c'était qu'on sentait que les Français n'avaient pas envie d'être reconfinés. N'avaient pas envie, enfin là, au moment où on se parle, peut-être en février, mais là, le février, c'est trop tard. Donc là, aujourd'hui, il fallait trouver le juste équilibre des salariés, des jeunes, des personnes âgées, de la population active face à un printemps qui arrive. Et c'était de dire, finalement, et Julie a peut-être raison, finalement, le en même temps, c'est peut-être ce qui va... j'ai raison. C'est ce qui va satisfaire tout le monde. Je pense que le confinement dure après un an aujourd'hui de pandémie, avec, par exemple, ce qu'on a vécu en mars, par exemple, ce que fait, par exemple, un certain nombre de pays européens de refermer les écoles, de tout refermer. Je pense qu'il y a des questions à se poser, en particulier par rapport aux femmes, à qui on a demandé beaucoup pendant cette période de confinement à devoir travailler, continuer à travailler tout en s'occupant des enfants. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi apprendre et faire un confinement qui soit intelligent. Et par contre, on peut réfléchir collectivement sur nos priorités. Moi, par exemple, le fait qu'on ait privilégié les vêtements, les magasins de vêtements plutôt que les musées, ça me pose question. Ça me pose question par rapport aux priorités de ce gouvernement. Et c'est plutôt les arbitrages entre secteurs qui peuvent poser lieu au débat. Mais je pense qu'on n'est plus aujourd'hui, alors qu'on est dans une phase de vaccination massive. Julie, je vais vous poser qui est en train de se mettre en place. Je pense que de refuser un confinement strict, comme on a connu au mois de mars 2020, est en fait assez raisonnable. Nos citoyens ne croient pas dans ces mesures parce que depuis le début, ils se font balader, on leur a fait plein de promesses. C'est un problème tout simplement de comprendre. Alors, maintenant, je vais vous poser une question. Tous les chefs de Réa aujourd'hui sont au bord et nous disent que bientôt, on va choisir. Est-ce que Julie, vous êtes prêt à qu'on choisisse les gens qui aillent en Réa ou pas ? Moi, je ne comprends pas que depuis un an, on ne soit pas parvenu finalement à augmenter cette capacité. Oui, j'ai posé la question, mais je n'arrête pas de poser la question à tous les spécialistes qui défilent. Ils me répondent tous la même chose. On a les moyens matériels, on n'a pas les moyens de formation humaine. Mais comment en un an, on a du personnel de santé déjà une fois qualifié? Le canard enchaîné, même aller plus loin, le canard enchaîné a dit qu'on était passé de 2500 lits à 1700 lits en réanimation. Ce qui est quand même catastrophique. On a fermé des lits entre mars 2020 et aujourd'hui. Donc ça va plus loin, en fait, que vous dites. Parce que si une partie de l'argent qu'on avait fléché sur le secteur privé, on l'avait orienté pour former très très vite une masse de soignants qualifiés, là peut-être qu'on aurait pu considérer la chèvre et le chou. Fin de la discussion, s'il vous plaît. On va voir si le point de vue de Julie Graziani vous a convaincu. Convaincu ou pas, c'est le moment. Macron a fait le bon choix, cet exercice d'équilibre. Pablo, convaincu ou pas? Certainement pas. Enfin, il a complètement foiré. Non, mais le problème, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'il foire. D'accord. Pas convaincu, Pablo. Céline Picq. Pas convaincu ou pas convaincu par l'argument? Je suis convaincu en tout cas qu'il ne fallait pas faire un confinement dur, ça c'est certain. Et chercher l'équilibre? Mais chercher un équilibre, peut-être pas celui-là, comme je disais, par rapport à la culture.
Mais plutôt convaincu sur le fait que... D'accord. Voilà. Un vert pour Céline Picq, un rouge pour Pablo Pillot-Vivien. Docteur Taureau. Un rouge, et pour commenter, je vous ferai remarquer quand même que toutes les pathologies chroniques aujourd'hui ne rentrent plus dans les hôpitaux parce qu'ils sont pleins de Covid. Et vous verrez qu'il y aura des comorbidités dans 2 ans parce qu'on ne va pas soigner les gens qui ont des pathologies graves aujourd'hui. C'est ça aussi ce qu'il faut penser, et pas seulement. Donc aujourd'hui, il faut ouvrir l'hôpital à toutes les pathologies. Elles sont fermées, elles sont à 90% Covid. Je m'excuse, il y a d'autres gens aussi qui doivent se faire soigner, pas seulement pour la Covid. 2 rouges, 1 vert. Julie Graziani n'a pas convaincu. On va passer à Pablo Pillot-Vivien de la revue Regard. Regard sur la polémique autour de l'UNEF. UNEF, c'est le syndicat étudiant. Sa présidente avait reconnu la tenue de réunions non mixtes interdites aux Blancs. Aujourd'hui, dans le Monde est parue une tribune de 250 anciens dirigeants ou membres de l'UNEF, dont Benoît Hamon, par exemple, ou encore Jean-Luc Mélenchon. Ils ont condamné les propos du ministre Blanquer. Il était l'invité, le ministre de l'Éducation nationale, de BFM TV et d'RMC. Et dans cette décision de l'UNEF, Jean-Michel Blanquer explique y voir une espèce de fascisme, le mot est lâché. C'est profondément scandaleux. Il y a 3 ans déjà, je dénonçais ce que faisait un syndicat en la matière. J'ai les idées parfaitement claires sur ces questions. Nous sommes dans la République française. On ne distingue pas les gens en fonction de la couleur de leur peau. C'est une absurdité. Les gens qui se prétendent progressistes et qui, se prétendant progressistes, distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau, nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. C'est extrêmement grave. Sûr que c'est condamnable. Et si ça ne l'est, et juridiquement c'est compliqué, eh bien, en tant que ministre de l'Éducation, chaque fois que je constate des choses de ce type, bien sûr que je considère que ça doit être porté en justice, et je réfléchis à d'éventuelles évolutions législatives pour empêcher cela. Voilà, le ministre veut réfléchir. Pablo Pillot-Vivien. Non, l'UNEF n'est pas fasciste. Non, il ne faut pas dissoudre l'UNEF. Vous avez 90 secondes pour convaincre. C'est parti, top chrono. Alors, je vais répondre effectivement à la question que vous vous posez, qui est issue donc de cette polémique qui m'exaspère au plus haut point. Mais d'abord, je voudrais rappeler 2 points de contexte. Le premier, c'est que Marine Le Pen caracole dans les sondages maintenant pour la présidentielle 2022. Et le deuxième, c'est que, on en parlait tout à l'heure, on est face à une pandémie mondiale dont, à mon avis, on sous-estime la gravité. Et là, vous avez Jean-Michel Blanquer et derrière tout le gouvernement ils trouvent rien de mieux à faire que mener une chasse aux sorcières depuis maintenant 6 mois contre ce qu'ils appellent les islamo-gauchistes. Les islamo-gauchistes, je le mets entre très gros guillemets. Alors, là, ils ont trouvé un bouc émissaire la semaine dernière, c'est l'UNEF. Donc c'est cette organisation étudiante dont vous parlez, dont certaines antennes locales auraient organisé des réunions non mixtes. Alors de quoi on parle lorsqu'on parle de ces réunions non mixtes en l'espèce? On parle de réunions non mixtes de personnes racisées qui se sont réunies pour réfléchir aux questions, aux moyens les plus efficaces de lutter contre le racisme. Alors moi, je trouve ça pathétique à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, on dénie le droit en fait des personnes racisées de s'organiser pour lutter contre le racisme, et ça a l'air de hérisser les cheveux sur la tête de monsieur Blanquer. Le deuxième, c'est qu'en fait tout part, il n'en a pas, je sais. Justement, c'est l'exploit. C'est un exploit de réussir à lui hérisser ses cheveux. Le deuxième, en fait, c'est que tout ça part en fait globalement d'une fake news en fait. Il n'y a pas d'interdiction formelle. J'ai pris mes sources, j'ai téléphoné à l'UNEF. Il n'y a pas d'interdiction formelle pour les non blancs pour les non racisés de ne pas participer à ces réunions. Mais tout ça, c'est faux. Et tout ça, c'est pour cacher, en fait, leur incurie totale en matière de précarité étudiante et aussi de lutte contre le racisme dans les universités. D'accord. Donc, convaincu ou pas, docteur Taureau, non à la dissolution l'UNEF, arrêtons de parler de fascisme. Dissolution, moi je dirais qu'en tant qu'élu aussi, ça me paraît difficile d'accepter ce genre de décision où on choisit en fait des gens de par leur couleur de peau, de par leurs idées pour les réunir, alors que nous dans les villes, à niveau des collectivités, on réunit tout le monde justement pour faire un mieux vivre ensemble. L'UNEF, c'est depuis 1907, j'ai regardé un peu ce qu'est l'UNEF. L'UNEF, c'est informer, défendre les droits, organiser la solidarité par mélange des gens. Il faut mélanger les gens pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils voient les erreurs. Si l'UNEF décide de mettre seulement des personnes bien précises qui sont en difficulté, je pense qu'on n'avancera pas. C'est tout le contraire de ce qu'on fait dans une démocratie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Attendez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient à des listings dans leurs antennes locales, ils disent, voilà, on va organiser une réunion contre le racisme. Et qui est-ce qui répond, en fait, qui est-ce qui vient à la réunion à la fin? Il s'avère que c'est que des personnes racisées. Ils font la même chose aussi sur les questions du sexisme. Et il s'avère parfois qu'il n'y a que des femmes qui viennent pour parler de ça. Quand elle a été interrogée, elle a dit qu'elle n'acceptait
n'acceptait pas de personnes blanches dans ces réunions. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Donc la présidente l'a dit. Mais c'est aussi une manière, en fait, en réunissant en fait des personnes qui sont victimes d'une discrimination spécifique, et ça veut dire que de moi, mieux s'organiser. Et moi, je pourrais pas y aller. C'est ça qui vous défrise, non, en fait. moi, ça me défrise pas, vous savez. Alors, moi, il y a d'autres réunions, en fait, pourquoi dans je ne lesquelles pourrais vous pas seriez accepté. participer à cette réunion, Ludovic Toro? Mais il y en a d'autres auxquelles vous pourrez participer. Oui, mais excusez-moi, celle-là, si je voulais y aller, elle m'aurait été interdite. Pourquoi? Parce que vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans. Alors, c'est pas gentil pour les plus de 50 ans. C'est pas sympa. Non, mais est-ce qu'on peut y en aller fait, tous les deux la avec polémique- Ludovic la parce qu'en fait, ça polémique- nous intéresse tous les Oui, deux la la potentiellement. polémique est c'est complètement hallucinante parce qu'en fait, les réunions non mixtes dans les associations féministes comme Oser le féminisme et avant moi le MLF dans les années 70 ont toujours existé. C'est juste des groupes de parole, des gens qui se rassemblent pour parler de leurs expériences d'oppression commune. C'est-à-dire que par exemple, à Oser le féminisme, on est une association mixte, d'accord? Donc tout le monde peut participer à l'Assemblée générale, tout le monde peut voter et prendre les décisions en termes d'orientation de l'association, mais ensuite, de temps en temps, il y a des ateliers où on va parler violences sexuelles ou sexualité, et on estime qu'on a besoin de se retrouver entre femmes parce que ça permet la libération de la parole. Ça permet de libérer la parole. Ou ça Donc, permet il à faut la parole de tourner en rond. il faut faire la différence entre des réunions qui sont des réunions d'échange, que sont ces ateliers en non-mixité, et par contre les organes de décision. Et là, il y a une photo qui tourne beaucoup en ce moment, c'est une photo d'un conseil de défense sanitaire autour d'Emmanuel Macron, où il y a 20 hommes, tous blancs. Et les organes de décision qui, là, ne sont pas paritaires, où il n'y a pas de diversité, où il n'y a jamais une personne noire, et il n'y a jamais une femme, ça c'est problématique parce que eux prennent des décisions pour tous et pour tous. Vous avez raison, ils vous Donc, condamnez il faut ce qu'ils ont fait. un petit peu faire la ils prennent pas des différence. décisions, en fait. Il faut faire la différence entre pourquoi Julie et moi ne pourrions pas aller dans ces groupes pour pas leur parler? Alors déjà, vous pourriez y moi aller. j'ai des Déjà, vous expériences. n'êtes pas étudiant. Vous n'êtes pas étudiant, donc vous avez Mais pas. je l'ai été avant vous, cher ami, d'accord? J'ai passé 10 ans d'étudiant, d'accord? Donc je peux vous les raconter la vie d'étudiant dans les hôpitaux et tout ce qui s'est passé. Quand vous l'étiez, Étudiant, on a vous tous auriez été. pu y aller. Pour aller dans Donc la je peux même amener mon expérience et tout ce qui s'est passé. pour aller dans la même par rapport au pourcentage, Oser le féminisme est une association mixte et malheureusement il y a 90% de femmes. Donc il y a aussi la question des concernés et malheureusement les concernés ce sont ceux et celles qui se mobilisent pour justement acquérir cette émancipation et lutter pour leurs droits. Donc on accepte les garçons mais ils sont pas très souvent nombreux et de temps en temps on se dit bon bah là pour parler violences sexuelles. Et d'ailleurs, ça pose jamais aucun problème. On dit aux garçons, bah, vous restez à la porte, et ça ne pose aucun problème. Sur le fond, parce qu'il y a des moments où des femmes parlent de leurs expériences personnelles, intimes, qui remuent beaucoup de choses, et que cette libération de la parole se fait mieux entre femmes. Oui, ça a toujours existé dans les milieux féministes. Sur l'UNEF. Ce que vous dites, j'ai l'impression que vous cachez un peu derrière votre petit doigt et que vous trouvez des bonnes raisons à l'UNEF ou à votre mouvement Céline pour organiser ce type de réunion. Alors, soyons clairs, s'il y avait une fois de temps en temps des réunions en mode un peu thérapie de groupe, je pense qu'en fait, personne n'y trouverait à redire. Parce que ça correspondrait juste à ce que vous décrivez. C'est le cas. Mais maintenant, ne soyons pas naïfs. On sait très bien que ces mouvements-là cultivent une forme d'identitarisme, de ressentiment identitaire, se focalisent de manière obsessionnelle sur les questions de couleur de peau à un niveau qui provoque l'écœurement des républicains. Ils font que parler de précarité étudiante et on vient les faire systématiquement chier sur la question de la lutte antiraciste, qui est aussi une de leur Pablo, c'est simple, vous avez employé 3 fois dans votre discours le terme racisé. Je savais même pas ce que ça voulait dire avant que Caroline Dehaas m'explique sur le plateau que racisé, ça voulait dire non blanc. Donc vous jugez en fonction de la couleur de peau. Et vous, Céline, vous avez employé 2 fois l'expression ou non blanc, ou femme, ou noir. Voilà. Donc c'est bien, vous apprenez des choses sur ce plateau, tant mieux. Oui, mais j'apprends des choses qui me font pas plaisir, Pablo. J'apprends des choses qui m'inquiètent. Qu'il y a des gens qui ont des couleurs différentes. Non, j'apprends que des gens sont victimes de discrimination en fonction de leur couleur de peau. Rien n'interdit. Ce que vous dites, j'apprends qu'aujourd'hui, rien n'interdit aujourd'hui de pouvoir, pardon Julie, mais de pouvoir se réunir en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et de ce que l'on est en tant qu'identité. C'est plus que ça. Je voudrais dire à Pablo ce que j'apprends. J'apprends qu'aujourd'hui, alors qu'on est citoyen d'une même République, il y a une forme de complaisance malsaine, de fixation obsessionnelle sur ces questions d'identité. Et ça n'est pas bon. Alors je vous invite en fait déjà à aller sur le site de l'UNEF en fait et de voir tous leurs communiqués de presse et de voir que en fait vous allez voir la question des combats antiracistes
racistes, c'est peanuts en fait par rapport à tous ceux contre quoi ils se battent, et notamment les questions de précarité étudiante. Alors, on y va pour, après avoir discuté, voir ce que vous avez pensé de la prise de position. Bah oui, ça passe vite, ce qui prouve que la discussion est bonne. La prise de position ce soir de Pablo Pio-Vivien. Alors, non à la dissolution de l'UNEF. Non, l'UNEF n'est pas fasciste, ma chère Julie Graziani. Alors, si ça avait été l'UNEF est fasciste, j'aurais dit l'UNEF présente des traits proto-fascistes. Si c'est il ne faut pas dissoudre l'UNEF, je pense qu'il ne faut pas dissoudre l'UNEF. Mais je pense que Pablo n'est pas de bonne foi. Parce que si on voulait dissoudre l'UNEF, ça serait sur le fondement de la provocation à la discrimination raciale. Donc un rouge. Et c'est un fondement, si on l'étend un peu, qui tient la route, parce que c'est exactement le même Pablo qu'on a utilisé pour dissoudre Génération Identitaire. Donc un rouge pour Julie Graziani. Ludovic Toro. Oui, c'est un peu... Pardon, on a un petit problème d'habillage ce soir pour le rouge, le vert. Allez-y. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est la même chose. Il ne faut pas dissoudre cette association. Il faut juste dire que c'est ouvert à tout le monde. On ne peut pas mettre des portes pour certains et des portes par l'autre. C'est une république, il y a liberté, égalité, fraternité. Et l'UNEF doit se baser sur ces trois piliers qui sont importants pour la République. Rouge aussi pour Ludovic Toro. Céline Pic. Vert. Vert. Bien sûr, il ne faut pas dissoudre l'UNEF. Et on doit comprendre que, effectivement, les femmes s'occupent de féminisme et les personnes qui sont victimes de discrimination ont besoin de se réunir, tout simplement, pour discuter. Suite de qui va vous convaincre? En fait, nous, on ne veut pas dissoudre l'UNEF. C'est bien, c'est ça. Oui, mais il y avait l'argumentaire aussi développé par Pablo. Et donc, vous n'étiez pas d'accord avec l'argumentaire. Voilà. Dans un instant, suite de qui va vous convaincre? Céline Pic d'Oser le féminisme. On va parler de l'affaire Ménès. Et on avait Marlène Schiappa tout à l'heure qui réagissait. Ménès Pierre de son prénom. Et puis la vaccination. La fameuse immunité au 14 juillet, même pas en rêve, nous dira le docteur Toro. Restez avec nous. Suite de qui va vous convaincre dans un instant. Qui va vous convaincre? Suite, comme tous les soirs de 20h à 21h en direct sur BFM TV. 4 personnalités, 4 points de vue. Ce soir, Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, Julie Graziani, éditorialiste politique, Pablo Pio-Vivien, responsable éditorial chez Regard, et Ludovic Toro, médecin généraliste. Et la parole maintenant à Céline Pic d'Oser le féminisme, avec l'histoire qui tourne autour de Pierre Ménès, journaliste sportif bien connu, accusé de comportements déplacés vis-à-vis des femmes. Dans un documentaire, Canal+ aura aussi fait couper des scènes d'accusation au montage, c'est ce que dit le site d'information Les Jours. Ménès accusé d'avoir embrassé de force 2 fois, d'avoir attrapé les fesses de Marie Portolano, la journaliste, autrice d'ailleurs du documentaire diffusé. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a réagi via Twitter, quelques lignes. Embrasser quelqu'un de force, par surprise, lui attraper les fesses sur un plateau TV, dans les transports au travail, quel que soit le contexte, il s'agit d'une agression sexuelle punie par la loi. Le hashtag « Je ne suis pas une salope » est le titre du documentaire qui est passé sur Canal+, caviardé visiblement. Et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, dépendant du ministère de l'Intérieur, réagissait tout à l'heure sur BFM TV. Si vous voulez, moi, personnellement, les images avec Pierre Ménès qui embrasse de force une journaliste, je les trouve très choquantes. Je les trouve profondément choquantes. Je le dis à plusieurs reprises, dans plusieurs émissions, sur d'autres faits. Il y a des phénomènes qui sont graves, qu'on ne doit pas banaliser. Oui, c'est choquant qu'un journaliste sportif profite de sa notoriété et profite du fait qu'on soit en direct pour commettre des agressions sexuelles et ensuite faire passer les victimes de ces agressions sexuelles pour des gens qui manqueraient d'humour parce que ça ne les fait pas rigoler de se faire agresser sexuellement en direct sur un plateau de télévision. Voilà, réaction de Marlène Schiappa tout à l'heure dans 120% News. Céline Pic, tous ceux qui voient, entendent ou savent aujourd'hui doivent se le tenir pour dit. Ils sont complices. 90 secondes pour convaincre, c'est parti. Oui, ce qui est intéressant, c'est de rappeler les faits. Effectivement, ce n'est pas du tout un baiser forcé, etc. Pénalement parlant, c'est bien une agression sexuelle. La question, c'est pourquoi c'est aussi banalisé, pourquoi c'est aussi normalisé, et pourquoi les femmes ne portent pas plainte, et pourquoi les femmes ne réagissent pas. Et ben en fait, il suffit de regarder les vidéos, c'est extrêmement clair. C'est à cause des complices également, c'est-à-dire que Ménès est sur un plateau télé, et à la seconde où il agresse sexuellement une femme sous couvert d'humour, à chaque fois, en amenant ça sur le ton de la rigolade, on voit cette femme qui est sidérée, qui est choquée, qui est vraiment sous le choc d'une agression parce qu'on viole votre intimité physique, on touche à votre intégrité physique et c'est extrêmement sidérant. Mais par contre, instantanément, il y a tout le plateau qui éclate de rire. Et l'éclat de rire et l'humour qui permet une chose extrêmement simple, c'est-à-dire de banaliser ces violences et de ne pas réussir à mettre des mots sur ce que c'est une agression sexuelle. Ça, c'était entre 2011 et 2016 pour les 3 femmes qui ont été agressées, Francesca Antoniotti, Isabelle Moreau et Marie Portolano. Ce qui
est problématique en termes de complicité également, c'est en fait finalement le fait que Canal+ ne réagisse pas. Non seulement il ne réagit pas à l'époque, en 2011, en 2016, mais aussi aujourd'hui, avec ce documentaire qui sort, on apprend que le passage où, en particulier, Ménès balaye les critiques d'un revers de main en disant je ne comprends pas pourquoi elle a été humiliée, je ne comprends pas pourquoi ça pose un problème, ce n'était que de l'humour, MeToo est passé par là, c'est-à-dire qu'il a raté ce qui s'est passé depuis 2016, c'est-à-dire que la tolérance, la tolérance vis-à-vis de ces agressions est descendue d'un cran et qu'aujourd'hui on dit ce que c'est une agression sexuelle et il faut cesser cette complaisance par le rire, sous couvert d'humour, qui finalement banalise ces violences sexistes et Julie sexuelles. Graziani. Je trouve ça très finement analysé sur le système en lui-même qui crée une forme de toxicité en fait où c'est la victime qui manquerait d'humour, qui du coup ne sait pas comment réagir parce que on a tendance à se caler spontanément en fait sur les réactions de l'entourage pour jauger sa propre réaction et qui du coup ne parvient plus à faire confiance à son ressenti. Elle a sûrement envie de lui en coller une, mais elle se dit c'est moi qui vais passer pour. Enfin voilà, je trouve ça très finement analysé. Maintenant, si je vais plus loin sur les réactions qui sont provoquées. Les internautes, toute la twittosphère, etc., réclament la démission de Pierre Ménès. Et là, par contre, ou son licenciement, et là, par contre, j'ai un problème par rapport à l'état de droit. Parce que on ne peut pas à la fois, il me semble, juger un individu et un système, en fait. Si l'individu est lui-même pris dans un système qui encourage, qui banalise, qui considère que c'est très drôle, il n'a pas le même niveau de responsabilité que celui qui, en pleine connaissance de cause, sachant que c'est délictueux, sachant que c'est intolérable, sachant que ça ne doit pas être fait, commet l'agression. Donc là, il y a une jauge, il me semble, à recaler. Ensuite, on est aujourd'hui de plus en plus sur des lynchages collectifs, enfin des actions collectives. Et là, attention, parce que même si c'est pour les meilleures raisons du monde, c'est problématique par rapport à l'état de droit. Attention au tribunal populaire, en fait, ça. Mais absolument, parce que c'est un des fondements. Il faut que la victime, celle qui a qualité à agir et intérêt à agir, porte elle-même l'accusation. Donc il faut que, si on doit réclamer le licenciement de Pierre Ménès, c'est la victime qui doit réclamer, qui doit dire moi je ne veux plus travailler avec lui, je veux plus le recroiser dans tel endroit, mais ça doit venir de la victime parce que ça donne de la force à la victime aussi, ça lui évite d'être enfermée dans son statut de victime avec juste la défense du collectif autour d'elle. Donc sous ces deux réserves, je trouve ça finement analysé. Ludovic Toro. Oui, j'ai lu un peu ce que disait Ménès, il disait j'ai rien à dire comme ma direction. Ça résume tout, parce que la direction a enlevé une partie dans le film qui était liée à ça. Mais moi, j'ai été plus loin, j'ai été voir les vidéos et les films. C'est vrai que c'est particulièrement affligeant, quoi. C'est au-delà de là, par rapport à toute la population qui regarde, on dirait une personne soumise et l'autre vient comme un gagnant, une victime. Donc maintenant, il y a des preuves. C'est pas, comme tu disais, Julie, fort justement, on est présumé innocent. Là, il y a quand même des films qui pourront... Donc je pense qu'il faut porter plainte là-dessus. En plus, c'est un endroit très particulier, le sport. C'est très machiste quand même, d'accord ? Donc là, il faut protéger ces personnes. Elles vont porter plainte. Il y a des films qu'on a vus, c'est insupportable et ça ne peut pas continuer comme ça, c'est clair. Et il faut le faire le plus tôt possible. Il faut Là, apprendre aux femmes à se défendre, à protester immédiatement, à ne pas attendre. Pio-Vivien. Ces agressions sexuelles, elles ont eu lieu, en fait, il y a pas mal de temps, et elles ont eu lieu au su et au vu de tous, puisqu'elles sont passées à la télé, elles ont été enregistrées, etc. Moi, ce qui m'ennuie, en fait, dans tout ce débat, c'est, en fait, les mots qu'on emploie. Tout à l'heure, vous avez employé le mot, vous avez dit des comportements déplacés. En fait, il ne s'agit pas de comportements déplacés, il s'agit d'agression sexuelle. C'est important, en fait. Oui, mais à l'époque, c'était qualifié comme tel. Oui. Il y a eu un glissement. Hein. À l'époque, c'était considéré comme une remise à l'endroit. Une remise à l'endroit. Moi, j'appelle ça plutôt une remise à l'endroit où on arrive à poser des mots justes. Et ça, on a gagné ça. Et tout à l'heure aussi, on a écouté donc Marlène Schiappa, donc ce qu'elle avait à dire. Donc elle a pas dit en gros autre chose qu'elle est choquée. Donc bon, elle a compris. Elle a utilisé le mot 15 fois, choquée. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait avec une ministre qui est choquée par ces images ? Honnêtement, ça change rien. Non, ce qu'il faut, c'est agir sur ce que vous disiez, Julie, et ce que vous disiez, Céline. En fait, c'est agir sur les structures, en fait, qui font que ces gens-là pensent qu'ils sont dans une totale impunité. Et c'est là, en fait, que la responsabilité individuelle de Ménès est importante. Parce que
il faut qu'ils comprennent, il faut que les gens en fait qui ont ce type de comportement comprennent que ils ne peuvent pas en fait continuer à agir de la sorte sans que si la justice ne s'en saisit pas, en fait il va rien se passer. Mais du coup, ceux qui ont assisté à la scène ne vont pas en justice, ils sont complices aussi. Tout le monde est au même niveau. Là, moi, je suis assez d'accord avec Julie, c'est un problème de climat en fait. Les gens même dire agression sexuelle, il y a une gradation. Mais dans pourquoi il faut l'agression travailler sexuelle en fait sur ces structures. Il faut qu'on travaille sur ces. Sur cette structure, c'est intéressant. Alors, il y a une responsabilité, il n'y a qu'un auteur, il n'y a qu'un seul agresseur. Ça, c'est clair, tout le monde n'est pas au même niveau. Mais par contre, effectivement, dans le milieu, en plus sportif, il y a une tribune qui est très justement écrite par des journalistes sportifs qui racontent que le milieu sportif est très masculin et très misogyne. Un chiffre est cité, apparemment, il y a à peu près la parité chez les journalistes, mais chez les journalistes sportifs, il y a 90% d'hommes. Et 90% d'hommes, ça crée une ambiance de type boys club où en fait les mecs se croient tout permis. Et là, à ce moment-là, il y a une responsabilité aussi de l'employeur. Et là, il y a une responsabilité, je pense, là, de Canal+. Et avant ça, ça a été Hanouna, parce que ils sont chez Hanouna, Ménès est aujourd'hui chez Hanouna, mais Hanouna, il y a eu aussi un certain nombre d'agressions sexuelles chez Hanouna. Et là aussi, on demandait aux chaînes de réagir. Et la responsabilité, elle est aussi celle de l'entreprise, de devoir recadrer et de devoir sanctionner des journalistes qui, de façon répétée, commettent des agissements sexistes, à minima, insultes, blagues sexistes, voire jusqu'aux agressions. Ça appelle forcément une judiciarisation. En fait, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont différentes. Il y a la question judiciaire, c'est-à-dire que est-ce que ces 3 femmes victimes vont porter plainte ou pas. Je rappelle que c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc ça, c'est leur choix à elles. Et ensuite, c'est pour l'entreprise d'avoir une forme de responsabilité par rapport au climat à l'intérieur de l'entreprise et de lutter activement par des formations, par des évaluations, voire par des sanctions, les agissements sexistes au sein de l'entreprise. L'exemplarité pour les médias est primordiale, parce que c'est ce qu'on regarde tous les jours. Donc c'est aussi des messages à passer. Maintenant, deuxième chose, il y a le passé. Mais rappelez-vous qu'on a supprimé, là, aujourd'hui, des extraits. C'est-à-dire que le passé, d'accord, mais donc il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé de ne pas le mettre et pas le diffuser. Donc de valider quelque part aussi, ce qui n'était pas... Dis-moi qui tu es, dis-moi ce que tu représentes, dis-moi combien tu pèses en termes aussi d'auditoire, de téléspectateurs. J'essaye de protéger Ménès, mais je pense qu'aujourd'hui, la société a trop avancé pour qu'il soit protégé, Ménès. Je rajoute quelque chose. C'est ridicule dans sa réaction, parce qu'en fait... Non, mais là, on est beaucoup trop d'accord. Alors, je vais vous en lâcher une bonne. On parle du climat, de la culture, de ce qui a pu favoriser et ces comportements de prédateurs d'un côté et une forme d'impuissance ou d'incapacité des femmes à se défendre de l'autre. Alors moi, j'ai envie d'incriminer dans l'impuissance des femmes à se défendre, à protester, à crier ou à coller une gifle, la libération sexuelle issue de mai 68, qui a fourni une espèce d'injonction à la libération sexuelle. Il est interdit d'interdire. Et qui a pu leur donner le sentiment que si elles protestaient, c'est qu'elles étaient coincées, c'est qu'elles étaient un peu trop tradies. Et moi, je peux vous dire que dans mon milieu catholique traditionnaliste, nous étions éduqués par nos parents en disant mais ça, tu n'acceptes pas. Si un homme ou un garçon t'emmène au cinéma et commence à mettre un peu trop la main sur... C'est tout de suite non. Et il me semble que ça, c'est hyper protecteur pour les femmes. Je suis pas certain qu'il faille l'imputer en fait à mai 68, mais enfin... Je pense que... C'était pour vous faire bondir, mais bon, vous restez très calme tous les deux. Je suis assez calme parce que... Non, mais c'est fini. Attention. Céline Pic, le mot de la fin. La question, c'est d'apprendre justement à nos filles de savoir dire non ou oui, mais surtout s'écouter elles-mêmes. Je pense que c'est ça qui est un peu l'objectif. Alors, apprendre aux garçons de respecter les filles. La vraie libération sexuelle, ce serait une libération sexuelle pour tous et pour toutes. On y va. On en est loin encore. Place au verdict, mais je pense que là, vous avez compris que tout le monde était d'accord avec Céline. Tous complices de Pierre Ménès, Pablo. Bien sûr, ils sont tous complices, et surtout Canal+, mais dans la mesure où ils sont aussi complices de Zemmour et Pro, Vert émeraude pour moi. Et je rajoute mai 68 dans la foulée. Allez, go. Ludovic Toro. Céline, un vert, un beau vert. Ça fait un triplé pour Céline Pic, 3 verts pour vous. Et on va terminer ce qui va vous convaincre ce soir avec le docteur Toro. On va reparler Covid, vaccination, l'immunité. Le 14 juillet, c'est le pari du commissaire européen Thierry Breton. Grâce à la hausse de fabrication des vaccins, grâce à la hausse des livraisons,
grâce aussi au fait qu'on va installer des vaccinodromes. Bref, cette montée en puissance à l'échelle française et à l'échelle européenne fait que normalement, au mois de juillet et septembre, on en est sorti. On n'y croit pas, même pas en rêve, va nous dire le docteur Taureau, mais juste pour son propre plaisir, on va lui faire écouter la députée de la majorité, le docteur Anne Gentet, qui elle est sur la ligne. On va y arriver. Nous ne pouvons pas faire d'hypothèse sur le Sputnik qui n'a pas encore reçu son autorisation européenne, mais sur la base de ceux, qui ont reçu une autorisation européenne et qui font partie des contrats d'achat du mois de juin 2020, nous avons suffisamment pour atteindre l'objectif de 100% de personnes vaccinées qui souhaitent le faire au 14 juillet. Voilà, au 14 juillet, 100% de personnes qui souhaitent le faire vacciner, et même sans Sputnik, monsieur Taureau, 90 secondes, 14 juillet, fin de la monarchie, fin de la Covid, c'est annoncé, on n'en parle plus. Donc il y avait un variant breton, on l'a trouvé, il est à l'Europe, c'est le variant breton. Thierry Breton. Oui, tout à fait. Comment il peut dire des choses comme ça? Comment il peut annoncer ça? 3 choses. La communication. D'abord, annoncer ça au 14 juillet. C'est une blague. Je veux dire, il faut arrêter d'annoncer des choses qu'on ne tient pas. C'est la première chose. On le faisait en France, on l'a bien vu. Maintenant, on le fait en Europe. D'accord? Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il n'a pas dû entendre sa présidente, Ursula von der Leyen, qui a dit on s'est trompé, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas bien commandé. Et lui, tout va bien. Il l'a dit il y a assez de vaccins, dormez tranquille. Mais bien au-delà. Sputnik, on n'en veut pas. Mais c'est quoi cette blague, Sputnik, on n'en veut pas? Il faut tout simplement faire le maximum, qu'on ait le plus de vaccins possible. Donc, étudions Sputnik. Il y a déjà 50 pays qui ont signé. Et je vous rappelle quand même que l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne se sont rapprochés des Russes. Et même Emmanuel Macron a envoyé un émissaire en Russie pour éventuellement construire sur notre territoire quelque chose pour Sputnik. On fait des AMM. C'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. Pourquoi on ne commence pas maintenant, regardez nous les scientifiques français, sans attendre la décision de l'Europe, si on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on doit être... Je suis un pro-européen à fond. Mais là, Thierry Breton, excuse-moi, vous m'avez fortement déçu sur quelqu'un qui a été mis en place justement pour gérer cette pandémie. C'est un échec. Et dire le 14 juillet, c'est dans quelques temps. Et dire l'immunité collective. Est-ce que, monsieur Breton, vous savez que l'immunité collective, elle est à 80% avec le nouveau variant et on est à peine à 22%? On arrête de dire des bêtises, c'est très important pour le citoyen. On le disait en France, maintenant on le dit au niveau de l'Europe, ce n'est pas supportable. Ah bah ok, c'est réglé. Et monsieur le docteur Taureau a fait une ordonnance et une sévère à Thierry Breton, commissaire européen. Donc vous n'y croyez pas non plus, c'est une pique. Il y a plein d'incertitudes sur la livraison des vaccins, sur notre capacité à vacciner réellement jusqu'au 14 juillet. Enfin, par rapport 60 millions de doses qui seront livrées en mars, 100 millions en avril, 120 millions en mai, 55 usines qui fabriquent désormais les vaccins en Europe. Attendez Alain, j'ai fait l'addition, c'est facile, c'est 350 millions de doses qui seront livrées entre maintenant et fin juin. À quoi il convient de rajouter les 54 millions de doses qui ont déjà été administrées au niveau européen? La prochaine fois, vous me demandez pour votre... D'accord. Donc on devrait y arriver quand même, on devrait y arriver. Est-ce que ces livraisons vont être réellement faites à temps, comme on le souhaite, comme on le souhaiterait? J'aimerais bien, mais depuis le début, je pense qu'il y a des incertitudes quand même sur Enfin, il y a eu des retards qui ont été pris à certaines livraisons et entre les commandes et les livraisons et l'effectivité des vaccinations. On attend de voir, mais je pense que c'est vraiment la sortie tant attendue par toutes. Je vais vous avouer quelque chose. Vous savez qu'est-ce que j'aurais, moi, comme vacciné, comme médecin généraliste? Un flacon dans 15 jours. Ça, c'est la réalité de terrain, d'accord. Un flacon avec dedans combien? 10 doses 10 doses, d'accord. C'est de l'AstraZeneca? Oui, vous savez, l'AstraZeneca. Alors, on a le problème de l'AstraZeneca, parce que là, il va falloir redonner confiance à tout le monde. Non, ils veulent tous du Pfizer. Vous vous rappelez, au début, on voulait pas les ARN messagers, maintenant, on en veut tous. Donc, voilà, sur les doses, maintenant, on a tellement été refroidis. Et quand même, Ursula von der Leyen dit qu'on s'est trompé, qu'on n'aura pas les doses. Johnson & Johnson nous annonce déjà qu'ils auront en retard. Et annoncer ça de brut, tranquille, le 14 juillet, on sort les drapeaux, il n'y a plus de Covid. On l'a fait en France avec le mois d'avril, rappelez-vous. On disait le 14 avril, ça va être réglé l'histoire. On est confinés, d'accord, au mois d'avril. Donc il faut arrêter de promettre des choses qu'on ne tient pas. Mais là, ce qui me déplaît un peu, c'est que cette personne qui annonce ça en disant qu'il n'y a pas de problème de vaccin, il n'y a pas de problème de dotation de vaccins. Venez un peu sur le terrain. En France, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, dans mon cabinet médical, vous verrez mon frigidaire. Il y a non, le flacon, il la revend dans 2 semaines. Moi, j'irais même encore plus loin que Ludovic. Je pense que le gouvernement et la Commission européenne sont responsables en fait de la pénurie, dans la mesure où précisément ils ne veulent pas de Sputnik pour des raisons en fait, je sais pas, géopolitiques ou idéologiques. Ça, c'est la première attente d'homologation aussi. Ok, mais avant tout, on les a entendus, les députés En Marche, nous dire que Sputnik c'était pas possible.
impossible, etc. Alors qu'il y avait d'autres députés, notamment de l'opposition, 55 pays l'ont adopté, qui disaient genre il est intéressant ce truc, ce vaccin, il faudrait l'étudier. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est encore plus grave, c'est que ce que pourrait faire le gouvernement et ce que pourrait faire la Commission, c'est aller demander aux laboratoires d'ouvrir les brevets. C'est là qu'ils sont, à mon avis, encore plus hautement responsables de la pénurie à laquelle on fait face. Parce que s'ils avaient forcé en fait par des moyens légaux, mais par tous les moyens possibles en fait, on est face à une pandémie qui est hyper grave. Ludovic l'a dit tout à l'heure. Donc au bout d'un moment, l'idéologie néolibérale capitaliste qui fait qu'il y a des brevets, que les entreprises pharmaceutiques peuvent se faire des milliards et des milliards sur le dos de gens qui sont en train de crever la bouche ouverte. Cette idéologie-là, il faut la combattre, et Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen l'ont parfaitement embrassée en disant non, nous on accepte les règles du marché et on attend qu'ils produisent. C'est pas possible. Là-dessus, Pablo, vous n'y êtes pas du tout. Parce que le problème, c'est pas les brevets au sens invention. Des vaccins, on en a trop, en fait. Ce qu'on n'a pas assez, on a trop de vaccins. On a trop de vaccins inventés. On n'a pas assez de doses de vaccins produites. Allez, on parlait aux Indiens et aux Africains du Sud. Le problème, c'est pas des brevets. Le problème, c'est qu'on a besoin de chaînes de production. On a besoin d'usines. On a besoin de sous-traitants qui fabriquent ce dont les chaînes notamment en Inde et en Afrique du Sud. Il y a 120 pays dans le monde qui demandent l'ouverture des brevets. On n'est qu'une poignée de pays à bloquer l'ouverture, mais il s'avère qu'il y a tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie et le Japon. Donc évidemment, on bloque tout. Non, mais si vous voulez, mais l'Inde et l'Afrique du Sud veulent. Si vous voulez me faire dire qu'il faut signer des accords de production avec tous ceux qui ont de quoi produire, oui, et c'est ce qu'a fait Spoutnik d'ailleurs. Ils ont signé récemment, y compris en Inde, qui ont ouvert des chaînes de production, et ça c'est très très bien. Mais c'est pas un problème de brevet incorporel, de droit mais incorporel. En tout cas, c'est un problème des entreprises pharmaceutiques qui se font du fric. Alors, on revient au docteur Taureau. Non, mais on peut pas dire ça non plus, puisqu'ils se font engueuler du matin au soir parce qu'ils produisent pas assez vite. Donc eux, leur intérêt, ça serait de produire plus pour vendre plus, pour respecter leurs engagements contractuels et pour pas avoir des pénalités. L'intérêt, c'est qu'on ait beaucoup de vaccins, quels qu'ils soient, qui doivent être testés par l'AMM, en effet, européen, mais française. Et évidemment, Vladimir Poutine, et pourtant je suis très loin de ses idées, a répondu: cher commissaire Breton, arrêtez de faire preuve de partialité. Les Européens veulent un choix de vaccins sûr et efficace que nous n'avons pas encore fourni. Donc ça, c'est une pique. Mais quelque part, ils nous donnent, essayons. Ils ont mis des chaînes de production, c'est signé en Italie. Ça va le faire en Allemagne, ça va le faire en Espagne. Il faut qu'on le fasse en France. Si le vaccin n'est pas bon, nous avons des autorités sanitaires qui nous diront non. Eh ben, on le prendra pas. Mais tous ceux qui viennent, il y a plusieurs vaccins, c'est pas parce qu'ils viennent de Russie qu'ils seraient pas bons. C'est pas parce qu'ils viennent d'autres pays qu'il n'est pas bon. Regardons, il y a 3 phases. Et d'ailleurs, le Lancet, qui est une des plus grandes revues, a donné des chiffres qui sont très bons, à 92%. Et on va rester là avec Monsieur Breton qui dit non, vous les Russes, on n'en veut pas. Monsieur Breton, on veut sauver des gens très rapidement. C'est tout. C'est notre combat. On y va pour le verdict ou le jugement concernant le diagnostic concernant le docteur Taureau. Convaincu, pas d'immunité au 14 juillet. Je suis assez convaincu si on continue avec cette campagne vaccinale qui chaotique. Pablo. C'est une évidence qu'il n'y aura pas depuis le 14 juillet. Non mais il faut arrêter avec ce républicanisme genre à la noix, qui n'a aucun sens en matière de... un vaccin et des lampions le 14 juillet. On a bien gagné la Coupe du Monde il y a 2 ans aux alentours du 14 juillet. Alors Julie Graziani, pas convaincue ou Non, moi je pense que c'est jouable. 450 millions d'Européens, 400 millions de doses produites, ça veut dire qu'un Européen sur 2 pourra avoir reçu sa première dose. D'accord Ludovic, ça n'est pas suffisant, mais modulo l'effet d'immunité aussi naturelle, le variant qui va un peu moins se propager peut-être avec les mesures de freinage. Bon, c'est jouable, mais il faut vraiment mettre le paquet sur la production. Donc, pas convaincu par l'argument du docteur Taureau. Pas convaincu par l'argument du docteur Taureau. Vous pensez qu'on va y arriver? Je pense que c'est jouable. Attendez, on parle d'immunité collective à 80%, puis, on est à 22%. Julie, on se reverra le 14 C'est fini. Merci messieurs, dames. Quand on se met un objectif, oui, mais il faut des objectifs réalisables. Et le passé nous montre que rien n'a été réalisé sur les promesses qui ont été données. Merci messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce soir dans Qui va vous convaincre. On revient demain à 19h pour 120% News. Dans un instant, Aurélie Casse, Ligne rouge. Vous parliez de Spoutnik et de Vladimir Poutine. Justement, Poutine, l'arme du poison. Ça n'a rien à voir avec le Spoutnik, ça a à voir plutôt avec l'opposant Navalny. C'est Ligne rouge dans un instant. Bonne soirée sur BFM TV.